Hello, everyone. My name is Angelo Robert. I was a student at McGill last semester. I just graduated. I studied political science and I graduated also with a minor in Quebec studies. So I want to welcome you all to another episode of the Montreal As Seen By series. This series is organized by the Quebec Studies Student Association, in which I am the co-president of. The Quebec Studies Program, as well as the Center of Interdisciplinary Research on Montreal and the McGill Institute for the Study of Canada. Merci, Angelo. Thank you very much for being here with us today. Mon nom est Daniel Bélan, and I'm the director of the McGill Institute for the Study of Canada and the director of the Quebec Studies Program here at McGill. While we meet today on a virtual platform, I would like to acknowledge that McGill University is located on land which has long served as a site of meeting and exchange amongst Indigenous peoples, including the Haudenosaunee and the Anishinaabe nations. We do this to acknowledge the importance of the land on which we work, study, and live, and to acknowledge the complex web of relationships of which we are a part. Émilie, bonjour, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Émilie Doumbé-Mandingué, une étudiante en sciences politiques à McGill en ce moment. Et par rapport à la série Montréal vue par, c'est une occasion privilégiée pour les étudiantes et les étudiants McGillois et pour toute la communauté McGilloise en général, de faire connaissance d'une personnalité passionnée de Montréal dans un contexte de conversation et de discussion. Oh, vous êtes muted? Évidemment, il faut que ça se produise, sinon c'est pas vraiment un événement. Il faut quand même garder un peu de ça en réserve. Oui, ben, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir virtuellement. Malheureusement, on aimerait bien que ce soit en personne, mais peut-être un jour, une fois qu'on sera tous vaccinés, de recevoir Mme Dominique Olivier, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM. Madame Olivier a une formation en génie et une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Elle possède plus de 25 ans d'expérience en travail de gestion, tant de projets que d'organismes, et en communication. Elle a occupé différents postes au sein d'organismes sociaux, de cabinets ministériels au gouvernement du Québec de 1995 à 2001 et au cabinet du chef du Bloc québécois à Ottawa de 2001 à 2006, avant d'assumer la direction générale de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes de 2006 à 2011. Forte d'une expérience variée, elle a fondé en 2011 le cabinet de conseil KI3, spécialiste en communication stratégique, en recherche et en évaluation, notamment dans le domaine de la transformation sociale et du gouvernement ouvert. Sa carrière est aussi marquée par son implication bénévole auprès de nombreux organismes communautaires nationaux et internationaux, ainsi que par sa participation répétée à des jurys du milieu du développement social et de la culture. Elle est auteure de plusieurs textes et mémoires traitant des questions de diversité culturelle, de participation civique et d'éducation des adultes, ainsi que de nombreux articles publiés dans différents journaux et revues. Elle a également agi à titre de commissaire ad hoc de l'OCPM entre février 2009 et le 15 septembre 2014, où elle a été nommée à la présidence. Donc, bienvenue, Madame Olivier, très impressionnante biographie et on est très heureux de vous avoir avec vous aujourd'hui. On a préparé des questions pour vous. En fait, mais en fait, c'est Émilie et Angelo qui ont préparé des questions et qui vont vous les poser. Et on va avoir une bonne discussion, je suis certain. Et après, si on a le temps, on va prendre des questions de l'auditoire virtuel qui peuvent poser leurs questions directement dans la section donc, par exemple, chat ou Q&A. So, thank you very much, Dominique Olivier, for being with us today. We will start with questions that Angelo and Emily will ask, have a discussion, and then if you have some questions, you can write them down in the Q&A box or the chat box, and you can ask your questions in French or in English, and this will be a fully bilingual event. Merci.
Et Angelo, c'est à vous. Oui, c'est ça, on fait sur ce. On va poser les questions en français et en anglais. Donc, je vais commencer avec ma première question. Madame Olivier, pouvez-vous nous expliquer la mission de l'Office de consultation publique de Montréal et votre rôle parmi cette organisation? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi. L'Office de consultation publique de Montréal est l'organe à la ville chargé de faire un certain nombre de consultations. Pas toutes les consultations, mais un grand nombre de consultations. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au moment où on a fait la fusion Une île, une ville à l'époque de l'île de Montréal, le législateur québécois a inscrit dans la charte de la ville qui crée la ville l'Office de consultation publique. C'est un modèle qui est unique en Amérique du Nord. Peut-être un peu moins maintenant parce que ça a fait des émules depuis. Alors, il y a 2 ou 3 villes maintenant qui commencent à se doter de structures similaires à la nôtre, mais c'est quand même un modèle qui est unique et qui est donc protégé, apolitique. Les gens qui y travaillent ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. On n'est pas des employés de la Ville de Montréal. On a vraiment une fonction de tiers neutre, c'est-à-dire qu'on regarde des grands projets de développement, des grands projets de politique sociale, un certain nombre de projets qui sont inscrits dans la loi, dans la charte de la Ville, comme par exemple la révision du plan d'urbanisme. Et on interroge les citoyens là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des spécialistes du dialogue citoyen et de la concertation, beaucoup plus que des spécialistes des différents types de sujets qu'on peut aborder, bien que nos commissaires aient toutes sortes de backgrounds et toutes sortes de professions dans leur vie quotidienne. Merci. Et votre rôle, pardon, si vous pouvez parler un peu de votre rôle dans l'organisation. Excusez-moi, Excuse-moi, Émilie. Alors, moi, je préside la destinée de l'Office. Donc, la présidente est nommée aux 2/3 des voix du conseil municipal pour justement décider du type de modèle de consultation qu'on va avoir, pour nommer les commissaires, pour rassembler les expertises nécessaires pour produire les rapports. Et au fond, c'est ça, présider je dirais, la destinée de l'organisme. Donc, ça nous permet, moi, je suis la 3e présidente de l'Office. Mes 2 prédécesseurs, le premier l'avait créé avec le modèle qu'on connaît. La seconde a beaucoup amené tout ce qui était sur les consultations avant les projets en amont. Moi, quand j'étais commissaire, on m'appelait la commissaire du numérique. Alors, j'avais 2 obsessions, participation sans exclusion et comment est-ce qu'on peut aller chercher le potentiel du numérique pour que plus de personnes puissent avoir voix au chapitre quand on parle des grands projets de la ville. Thank you very much. I'll now ask the second question. So, can you talk a little bit about your background and how it led you to join l'OCPM? Yeah, my background is, I would say, kind of erratic. As I was listening to Mr. Belin, I thought it was quite funny, but it makes a lot of sense to me as a career. So I guess that's the important thing. So I studied engineering at first. And then after a couple of years working in that field, I realized that I was more inclined into civic participation, especially the problems that the young people from minority groups were living. So with a couple of friends, I said, okay, forget about that engineering stuff. And with a couple of friends, we started a magazine that was called Image Interculturelle, which was a way to give young people a voice. It was first a bilingual publication, but with original content. Nothing was translated. It was either original English content or original Francophone content. And after a few years, then we started seeing the gap between Anglophones and Francophones. So we split the publication in 2. And the second one, I'm proud to say, has become what is known now as Vice Media. So it first started as Voice of Montreal and then they kept going and they became Vice Media. So for me, public participation was always at the heart of my engagement, I would say.
So that led me to go see if we could change things at the governmental level. So I worked with the Minister of, it was called at the time Citizens Relation and Immigration. And I worked also at the environment, with the Ministry of Environment for about 7 years. Then went to Ottawa because I thought it was funny that we had a national project. As you can know, since I work with the Bloc Québécois, I was a sovereigntist, but I was saying it's very funny. I can't see myself represented in the deputation. So my role at the Bloc Québécois was to be a counselor to the chief, but also to make sure that we could diversify in terms of women's participation and minority participation, what was happening in Ottawa. And it led to the election of, I think it was 6 MPs or 7 MPs that were from minorities, which was quite interesting at some point to see that. And keeping in touch with that, I then went and started went and was the named director, recruited actually as a director for the Institute of Adult Education, which is a very interesting organization that's about 60 years old. We used to do what was called the Semaine québécoise des adultes en formation, which was saying, how can we make sure that everybody has access to lifelong learning? So we were as interested in higher education as we were in popular education. So when I take all these experiences together, it kind of led me to become a commissary at the OCPM. And when the post became available, then I put my candidacy up for president of the OCPM, which I was named. So you see, there's kind of a thread going, which is also about enabling people to be able to have their voice heard. C'est justement ce que j'allais dire. Vous avez vraiment un parcours intéressant dans le sens que vous avez... on voit l'importance du travail que vous avez fait. Donc, est-ce que vous pouvez parler de l'importance de l'OCPM et pourquoi vous avez pensé à ce moment-là que c'était le bon choix pour votre carrière pour avancer les valeurs que vous aviez? Ben, pour moi, l'OCPM, c'est un peu la synthèse de toutes les expériences que je vous ai notées. C'est sûr que mon passage en génie, ma maîtrise en administration publique, mon passage dans les cabinets m'ont amené à voir l'importance de la participation citoyenne dans les prises de décision. Ça partait d'un principe que les citoyens ont le droit d'influencer leurs politiciens autrement que par un vote dans la boîte aux 4 ans. Et pour moi, il était clair que plus on pouvait s'impliquer dans la vie citoyenne, que ce soit une vie politique ou une vie citoyenne civile de façon générale, eh bien, plus on construisait des sociétés qui étaient à notre image. Donc, quand je suis arrivé à l'Office, ben, ça me permettait à la fois de mettre en pratique ce que j'avais appris dans le milieu de l'éducation des adultes sur comment est-ce qu'on permet aux gens de développer leur potentiel, ce que j'avais appris en politique sur les activités de proximité, le dialogue, ce que j'avais fait en communication avec ma petite revue et également le fait qu'on ait un organe qui conseille les élus, parce que ultimement, c'est ce à quoi servent nos rapports. On écoute les citoyens et on dit aux élus, voilà ce qui nous semble, compte tenu du projet que vous avez sur la place, compte tenu de l'opinion publique sur ce projet, voilà ce qui nous semble être la meilleure façon d'agir. Donc, en ce sens-là, ben, ça ramenait aussi mon rôle de conseiller politique en quelque sorte, même si maintenant on est un tiers neutre et qu'on fait des recommandations, ensuite les élus feront ce qu'ils veulent avec. Mais c'était vraiment une synthèse, je dirais, de toutes mes expériences. Merci beaucoup. Je vais y aller avec la question d'après, qui touche au fait qu'on vit en temps de pandémie. Donc, j'imagine que l'OCPM a dû faire face à de nouveaux défis et peut-être aussi à de nouvelles opportunités liées à la pandémie ou causées par la pandémie. Donc, oui, à ce propos, l'OCPM a fait face à quel genre de défis / opportunités causées par la pandémie? Donc, depuis 1 an, comment vous fonctionnez?
Ben, pour nous, c'est assez intéressant. Au moment où la pandémie a été déclenchée, on était en phase de rédaction de rapport. On n'avait aucune consultation active. On avait une grosse consultation qu'on venait de terminer, qui était celle sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville. Et on avait vraiment des rapports importants à produire, aussi sur toutes les notions d'écoquartier. Bon, bref, donc on a fait ça, je dirais, pendant le premier tiers. Et c'est bien tombé parce que les conditions sanitaires avaient fait en sorte qu'on avait suspendu tous les processus de consultation. On a également profité de ce moment-là pour parler, parce qu'en fait, ce qu'on nous avait présenté, c'était un décret ministériel qui disait que désormais, on pouvait remplacer tous les processus consultatifs par une consultation par écrit. Nous, ça nous posait des problèmes parce que dans notre vision de la participation sans exclusion, on se préoccupait beaucoup des gens de la fracture numérique, donc des gens qui n'avaient pas accès forcément à Internet. On se préoccupait aussi des gens peu à l'aise avec l'écrit, des minorités, des groupes immigrants qui ne sont peut-être pas à l'aise avec le français écrit. Donc, on se disait, comment est-ce qu'on s'assure que tous ces gens-là participent? Bien, on a fait un peu, je dirais, on a prêché ce que nous-mêmes, en fait, on a fait ce que nous-mêmes on prêchait, en ce sens que on a commencé par faire une grande enquête où on a parlé à toutes les personnes qui avaient participé à nos processus depuis 3 ans pour leur demander comment ils voyaient la poursuite de nos activités dans le cadre de la pandémie. On a téléphoné à toutes les personnes qui nous avaient présenté des mémoires de façon orale, sans aucun support écrit, pour être sûr qu'ils avaient encore accès à l'ensemble des activités. Donc, au bout de ça, on a développé ce que nous, on a appelé notre méthode COVID, qui a été une méthode entièrement virtuelle, en ligne, beaucoup, comme tout le monde, mais aussi soutenue par, des fois, les meilleures innovations sont les choses les plus anciennes. C'est-à-dire qu'on est revenu au bon vieux téléphone en disant, si vous n'avez pas accès à Internet, vous avez sûrement accès à un téléphone, donc vous pouvez nous laisser votre opinion sur des boîtes vocales, vous pouvez vous brancher et écouter carrément toute la présentation que font les gens. On est retourné aux trousses postales, donc les gens pouvaient nous appeler puis demander qu'on leur envoie l'information par écrit. On renvoyait des enveloppes timbrées pour que ce soit vraiment facile de participer. Et je pense que ça a été ça qui a été je dirais, notre grande force, c'est que comme on avait déjà intégré des éléments de numérique dans nos consultations traditionnelles, bien là, on a pu transposer les principes, crédibilité, accessibilité, transparence, aussi dans l'espace virtuel. Est-ce que je peux insérer une petite question de mon cru? Parce que je trouve ce que vous dites, c'est très, très intéressant et le défi de la COVID, évidemment, de la pandémie, mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet à long terme sur vos pratiques au-delà de la pandémie? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées puis vous ne reviendrez jamais en arrière vraiment? Vous avez tiré des leçons ou des techniques que vous utilisez maintenant que vous voulez conserver? Oui, alors oui, de façon très intéressante. La première chose que je devrais peut-être vous dire, c'est que on a été surpris de voir l'engouement qu'il y avait autour de notre méthode COVID. On a fait une évaluation continue aussi de cette méthode-là pour pouvoir les ajuster. Donc, on parlait à chaque consultation qu'on faisait sur ce mode-là, on parlait à des gens qui avaient demandé des trousses postales, qui nous téléphonaient, qui avaient envoyé leur mémoire de façon électronique, etc., pour pouvoir s'ajuster. On leur demandait aussi, est-ce que vous connaissiez nos méthodes avant? Et notre première surprise a été de réaliser que 60% des répondants nous disaient que c'était leur première consultation. Première surprise. Deuxième surprise, alors qu'on faisait des efforts énormes pour rejoindre des gens plus jeunes, mais qu'en général, disons que le gros de notre participation était entre 40 et 65 ans, je vous dirais, donc des gens qui ont du temps puis une certaine éducation. Tout d'un coup, on se mettait à rejoindre des clientèles beaucoup plus jeunes. Plus de la moitié avaient moins de 35 ans. Donc, ça aussi, on trouvait ça intéressant en temps de pandémie. On s'est dit peut-être que les gens sont à l'écoute de ça. On pouvait également, autrefois, entendre en fait, on faisait la web diffusion de nos séances,
mais on ne faisait pas d'efforts particuliers pour le web, dans ce sens que les gens ne pouvaient pas poser de questions, ils ne pouvaient pas faire de commentaires, ils ne pouvaient pas donner leur opinion. Là, on a amené tout ça à un autre niveau qui fait en sorte que les gens donnent leur opinion, les gens viennent présenter et échanger avec les commissaires en ligne, les gens peuvent poser des questions, on leur a donné du temps pour nous envoyer des questions par écrit, des questions en direct sous forme d'une tribune téléphonique. Et je dirais que tous ces pas-là ont accru beaucoup la participation. Autrefois, quand on avait 200 personnes dans une salle, on trouvait que c'était un grand succès. Maintenant, on se retrouve entre 2000 et 4000 visionnements de nos différentes activités. Autrefois, dans une soirée, une bonne soirée, on passait 16, 18 questions. Des fois, on faisait 2 soirées, donc 30 questions. Si je prends les faubourgs, par exemple, on a reçu 250 questions qui ont été posées par 110 personnes. Donc, pour nous, c'est vraiment, c'est ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire à harnacher le numérique. Et on ne peut pas imaginer qu'on reviendrait en arrière. Donc, maintenant, ça va être... Toutefois, on est très conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui, bon, quand ils ont passé la journée en Zoom, ne veulent plus passer leur soirée en Zoom. Et il y a des gens qui aiment aussi le dialogue entre personnel, entre les gens. Et ça, je dirais que c'est un peu ce qu'on a perdu, si on peut parler de perte, c'est qu'il n'y a plus de construction du dialogue en entendant ce que les autres ont à dire. Alors, c'est sûr qu'on va vouloir revenir à des méthodes en présentiel, mais même dans nos méthodes en présentiel, il va falloir qu'on fasse une large part au virtuel aussi parce que c'est quelque chose qui facilite la participation. Merci. Longue réponse, désolé. Une bonne réponse. Non, mais sentez-vous à l'aise, c'est un format de discussion, donc as long as you want to talk, we're here to listen. So to build off of what you were just saying, it's really interesting to hear about how you managed to incentivize and promote your activities during the pandemic. And I thought it was interesting how you talked about how you could reach a younger group of people. Yes. So I was wondering if it was harder to include other communities such as new immigrants, or was it easier? Are there any other like groups that you found that were easier to reach, harder to reach? What's your take on all that? The young people are definitely easier to reach. The young families as well. We've been doing a lot of self-reflections over our processes. When we realized a couple of years ago that we only had 18% of women that were participating, we said, okay, we need to get into a zone of more equality where women can have their voices heard. So at that point, what we did is that we assessed our processes and we were wondering, why are they not coming? We started counting in our public assembly how many people were there, how many men, how many women. We realized that women were there, but were not going to the mic, were not getting their voice heard. So we did very simple thing, like we started offering daycare while the activities were going on. So if anybody had children, they could come and leave their children at the daycare. They would also get priority in interventions. And we did something that at first we thought was quite controversial, but then that ended up being quite interesting, is that we created, in our processes, you have to identify yourself before you can intervene in public. And we started doing a registration table for men and women. And then we would alternate between the lists. So 1 man, 1 woman, 1 man, 1 woman. After a little while, we started seeing that even when we were at events that had no registration, people were kind of reorganizing themselves in the queue so that there would be alternating between men and women. So all of that led us in only 2 years to reach a 50% participation of women, actually between 49 and 51%. So we're quite happy. So we were very interested to see what happened in the virtual world once we were doing online consultation, if it would stay. And we noticed that we had a small decrease, not a big one, but about 7-8% less women that were participating. We also noticed that
we start calling back people in our evaluation process and saying, oh, you participated, on the same territory last year, and we noticed that you didn't participate this year. And a lot of people would tell us that with the pandemic, when we first called them in April, they were very enthusiastic, but when October came, they had lost their jobs, they had less enthusiasm into participating, or sometimes the first thing that went was the internet at home. So while we were confined and the public services like libraries, etc., were closed, then they could not participate. So for us, it's very important to identify each obstacle to participation and then see what can we do in our processes to make sure that people can participate. So now we're looking at a pilot project using the ethnic radios to reach the immigrant communities, for example. So we'll try to, we're looking at starting that with the next 2 consultations that we have. We always offer help and accompagnement. People can phone us, and if they have difficulties, we're going to try to figure out how can we make them participate, can we help them to participate in our processes. So I would say it's in the self-reflection, the self-thinking of our processes that we try to include as many people as possible. Merci beaucoup. Je vais passer à la future question qui est un peu liée. Donc, vous parlez de participation pour tous, vous parlez aussi d'éducation populaire pour démystifier l'exercice politique de démocratie locale. Comment vous définissez l'éducation populaire et comment la mettez-vous en place à l'OCPM? L'éducation populaire est une éducation non formelle, bien entendu, qui a beaucoup été, qui en fait est la façon dont la plupart des organismes communautaires de services fonctionnent, en ce sens qu'on regarde la participation comme un continuum, ou même l'éducation comme un continuum qui va partir, on dirait, par l'estime de soi, par la confiance en ce qu'on a à dire, en notre capacité, en nos propres capacités, en notre savoir d'usage, qui va le valoriser pour permettre aux gens et accompagner les gens pour leur permettre, après ça, d'intervenir dans d'autres espaces qui ne sont pas forcément les leurs. Donc, tout ce qui est la valorisation des compétences transversales, tout ce qui peut être transposé, c'est vraiment ça, la valorisation, je dirais, oui, effectivement, des compétences fortes des gens, au-delà des diplômes et tout ça. Donc, pour nous, ça a été très, très, très important. On s'est inspiré, le fait que j'ai passé 6 ans à la tête de l'éducation, de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, et j'ai été pendant ce temps-là aussi vice-présidente au niveau international du Conseil international pour l'éducation des adultes. Ça m'a permis de voir plusieurs pratiques à travers le monde qui étaient très intéressantes et qui pouvaient être transposées dans notre espace. En fait, quand j'étais en éducation des adultes, 1 fois par année, on se réunissait à travers le monde, tous les gens qui organisaient des semaines de promotion de l'éducation des adultes, et on avait un événement qu'on appelait « Vole mon idée ». En ce sens qu'on présentait ce que nous, on faisait, puis on invitait les gens à littéralement voler l'idée et la transposer dans leur milieu. Et je pense que ça m'a permis de réfléchir différemment. Alors, c'est sûr qu'à l'Office, on a utilisé toutes sortes de techniques d'éducation populaire. On a ce qu'on appelle les activités citoyennes auto-organisées. On s'est rendu compte que de donner rendez-vous à quelqu'un un jeudi soir à 7 heures dans nos bureaux, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, on s'est mis à travailler sur des méthodes où les gens pouvaient eux-mêmes faire leur propre consultation à partir d'un petit kit qui était facilement imprimable sur une imprimante qu'on aurait à la maison, ou que nous, on pouvait envoyer des gens animés ou envoyer des kits selon ce que les gens voulaient. On s'est rendu compte, on a fait ça notamment dans notre consultation sur la réduction des énergies fossiles. On l'a fait également dans celle sur le racisme. On parlait tout à l'heure de safe space. Hein. Pour le racisme, ça devenait un safe space où les gens pouvaient se réunir entre eux et
vraiment exprimer ce qu'ils vivaient et travailler à trouver des solutions à ces réalités-là. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on s'est inspiré de ce qui se faisait au Brésil. On avait invité, lorsqu'on faisait le plan d'action de la ville intelligente, les citoyens à nous résumer à travers un certain nombre de petites scénettes qui duraient à peu près 2 minutes, de présenter ce qu'ils espéraient que la ville intelligente pouvait régler pour eux. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on avait reçu du 3 à 1 la liste de toutes les requêtes qu'ils reçoivent au 3 à 1, qui est le numéro de la ville, où on peut s'interroger à la fois sur quand est-ce que vous allez ramasser mon arbre de Noël, ou bien porter plainte et dire j'ai des problèmes avec les poubelles ou j'ai des problèmes. Et on avait reçu 600 pages qu'on essayait de voir comment on allait organiser. Et on a demandé aux citoyens, de votre savoir d'usage, une trentaine de citoyens, faites-nous 6 scènes qui expliquent ce qui pour vous sont des problèmes. Bien, je vous jure, les 6 scènes ont résumé les 600 pages en 6 scènes de 2 minutes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théâtre de Boal au Brésil. C'est des choses très intéressantes. Alors, je dirais, c'est ça qui est l'intérêt, d'aller voir dans toutes les expériences qu'on vit à travers le monde, comment est-ce qu'on peut aller chercher ces éléments-là qui vont rendre la participation moins rebutante que de se retrouver dans un tribunal avec 3 commissaires assis derrière une chaise qui vous regardent et vous posent des questions. That's super interesting. Actually, it makes me think, I was wondering, so we're talking about the ways you reach different groups and obstacles and that kind of stuff. So I was wondering, like, why do you think certain groups are underrepresented in society or don't voice their opinions? Do you think it's more like mechanisms like you spoke about with, you noticed that women were participating less, and then by doing this alternate thing, it upped the participation? So do you think it's mechanisms? Do you think it's social? Do you think it's a combination of both? Like, what's your I think it's a combination of a lot of things. I think that you know, in general, there's 3 things that people will tell you when you ask them why they don't participate. They say, I don't have time, I don't have knowledge, or I don't know it's happening. So that's what you have to work on, those 3 fronts, to make sure that people know what's going on, when to participate, how to participate, and you have to make it easy for them to participate. Well, that being said, there's also a question of priority. You know, if you're a new immigrant, for example, or if you are an Anglophone, you know, most of our activities are held in French. We tell people, you can speak English if you want, but we will not translate everything all the time. So that can be a reason for people not to participate, because they only catch like half of what's going on, or 1/3 of what's going on, or they don't have access to all the documentation that they need to be able to participate. So when it's necessary, for example, when we were doing the racism, the consultation on racism, we made sure that we said First Nation people, Aboriginal people are very a stakeholder in this consultation. So we went to see the organization that work with them, and we asked them, how do you want us to get your opinion? What would be the best way for us to reach you, and how do you want to give your opinion? And they chose to have little sessions amongst themselves and send us the information. And they also came afterwards to talk to the commissary. So you have to make sure that people feel welcome in your processes, and that they're confident that you're going to take whatever they're saying into account. So for us, one of the ways we try to do it is to make the participation very visible. For example, I was talking about women not talking. We started doing, in all our publicity, showing pictures of people, women, talking at the mic, or coming to the office with their babies in their hand and still talking to the commissionaries.
And that helped us a lot because people said, oh, I didn't think it was for me, but I saw in your flyer people that looked like me. So I thought maybe I should come. But that's like a long-term work. But you have to realize, you have to assess who's not present in the conversation and make sure that you give them ways of being present in the conversation. Si tu me permets, Émilie, j'ai posé une autre question. Vous parlez de représentation, donc c'est super intéressant de voir justement les gens, le fait de se voir, ça va les encourager à participer. Par rapport à vous, votre organisation, l'OCMP, est-ce que vous rencontrez dans la ville des obstacles dans le sens de la perception de votre organisme, où vous êtes pas mal ouvert que tout? C'est comment que vous conservez des bonnes relations avec les différents groupes et pour obtenir les opinions? Parce que j'imagine, si jamais il y a un certain groupe qui a eu une mauvaise expérience, ils ne vont pas vouloir venir vers vous pour partager leur opinion. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour préserver cette ouverture? Je vous dirais que je suis très chanceuse parce que la question pour nous ne s'est jamais vraiment posée. Les gens qui connaissent l'OCPM ont vraiment une bonne opinion de l'OCPM de façon générale. Et ça, je pense que je le dois à mes prédécesseurs. Quand Jean-François Viault, qui a été le premier président, a décidé qu'on allait travailler sur crédibilité, accessibilité, transparence, vous pouvez encore aujourd'hui aller sur notre site web et trouver les transcripts de la toute première consultation qu'on a faite en 2002. Vous allez, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est ce qui, les gens, et puis on leur donne une assurance que tout ce à quoi les commissaires vont avoir accès, le public pourra y avoir accès aussi. Donc, tous les documents qui nous sont déposés, toutes les présentations qui nous sont faites, et ce, depuis bientôt 20 ans, ben, tout est encore disponible. Donc, les gens peuvent retourner des années en arrière puis dire, ben, vous aviez dit ça, vous aviez pris tel type de position à ce moment-là, comment est-ce que ça a évolué? Ça assoit, je pense, la crédibilité de l'organisme, cette transparence absolue. Et au-delà de la transparence, ben, si jamais il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec nous, ben, on essaye de leur parler, d'ouvrir le dialogue et de leur dire, ben, soyez partie de la solution, dites-nous comment on pourrait l'améliorer pour la prochaine fois. J'ai un exemple à cet effet qui m'avait beaucoup fait rire, c'était Josh Freed, chroniqueur à la Gazette, qui à un moment avait parlé quand on a fait la consultation sur la circulation de transit sur le Mont-Royal, suite à l'évaluation du projet pilote. Il avait écrit, quand on a annoncé notre démarche, il avait écrit « Oh, ça, c'est le bonheur des fonctionnaires et le cauchemar des citoyens. » On lui avait expliqué quelle était notre démarche, mais il avait continué, il avait écrit 2 autres articles assez négatifs sur la façon dont on avait mené la consultation. Et quand on a sorti le rapport, il a commencé sa chronique en disant « Je m'excuse. Je comprends pourquoi il fallait que ça prenne autant d'étapes et que ça prenne autant de temps, parce qu'effectivement, tout le monde a pu s'exprimer et tout le monde a pu comprendre ce qu'il en était. » Donc, pour nous, c'est un peu de ne pas perdre, je dirais, la vision lointaine de là où on veut arriver et puis d'avoir confiance dans nos processus qui maintient aussi la crédibilité. Merci, Émilie. On va à vous pour une dernière question pour cette partie-là de l'événement parce qu'on a déjà 3 questions que les gens nous ont posées. J'aimerais qu'on passe ces questions-là. Et je sais que vous avez d'autres questions. On va revenir à vous après, mais j'aimerais, ces gens-là, surtout, ont posé les questions déjà il y a quand même assez longtemps. Donc, Émilie, peut-être vous avez une question, je pense, sur le racisme systémique, qui est un enjeu très chaud au Québec en ce moment. Donc, peut-être que vous pouvez poser cette question-là et après, on va donner la voix aux participants et demander à Mme Olivier de répondre à leurs questions. Émilie, c'est à vous. Oui, génial, merci. Donc, vous avez déjà un petit peu parlé des consultations donc, qui avaient été faites entre groupes minoritaires ou entre groupes racisés par rapport au racisme systémique. Et je trouve que c'est une idée vraiment brillante. Mais je me demandais si, dans le cadre de l'OCPM, vous aviez été en mesure d'établir une formation antiraciste peut-être pour tous les membres, pour qu'ils puissent comprendre comment le racisme systémique fonctionne
d'autant plus que la ville de Montréal n'a pas reconnu le fait qu'il y avait un problème de racisme systémique, ni le gouvernement québécois. Donc, étiez-vous en mesure d'établir des formations peut-être Je vais vous anti-racistes? corriger. La ville, après la sortie, la ville ne reconnaissait pas l'existence du racisme systémique au moment où on a commencé la consultation. Quand on a remis le rapport, la première action qu'on leur a demandé, c'était justement la reconnaissance formelle du racisme systémique, ce qui a été fait par la mairesse l'été dernier. Donc, et depuis, il y a eu la nomination d'une commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination. Et vraiment, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, la nomination d'un responsable politique sur ces questions-là aussi. Donc, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience au niveau de la Ville de Montréal. Mais à votre question, je répondrai oui, c'est la première chose qu'on a faite. C'est-à-dire que quand on a commencé la consultation, j'ai invité l'ensemble de mon personnel à suivre une formation antiraciste pour comprendre, je vous dirais, l'avantage qu'a eu cette formation-là, c'est que d'un côté, ça leur a permis de comprendre que quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas forcément de racisme intentionnel. On parle d'un ensemble de forces qui se mettent en place pour empêcher des gens de jouir pleinement de leurs droits de citoyens. Et aussi prendre conscience d'où sortaient ces perceptions qu'on avait ou ces biais inconscients qu'on avait. Il n'y a que les formations antiracistes qui permettent vraiment de comprendre cette partie-là de l'enjeu. Et après ça, de voir comment est-ce qu'on peut intervenir de façon culturellement sensible, je dirais, en respectant les gens qui sont devant nous. Et je crois que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Chez nous, à l'Office, il y a plusieurs commissaires et pratiquement l'entièreté du personnel qui ont suivi ces formations-là. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions du public. Première question ici. Bonjour, Madame Olivier. Que pensez-vous du vote en ligne? Parce qu'on parle de la COVID et de l'absence d'événements en présentiel. Le vote en ligne, qu'est-ce que vous pensez? Bien, dans la mesure où on arrive à rendre l'identification des personnes sécuritaire pour être sûr qu'il n'y a pas de vote volé, je pense que ça peut être une façon très intéressante d'exercer de la démocratie et d'exercer pleinement sa citoyenneté. Moi, je n'ai vraiment rien contre le vote en ligne. Mais je dis toujours, il faut faire attention aussi à la démocratie bouton pressoir, hein, un peu comme dans Facebook. Tu sais, j'aime pas. Alors, dans la mesure où on peut s'assurer que les gens ont quand même un processus de réflexion derrière les choses, ça va très, très bien. Merci. On passe à une autre question qui est liée à la COVID, donc un thème qui a été abordé plus tôt. Est-ce que vous pensez qu'il y aura moins de participation après la COVID? Parce que vous avez dit, au fond, vous avez rejoint plus de gens maintenant. Oui. Est-ce que vous pensez que la hausse de la participation est liée au temps que nous avons davantage à cause de la limitation de nos activités et à cause des mouvements sociaux qui ont été plus forts? Donc, est-ce que c'est au fond, on a plus de temps, donc on participe plus, mais quand on retourne à la normale, entre guillemets, est-ce que les gens vont participer moins ou pas? Non, moi, je pense que les gens vont participer autant. Je pense qu'on a juste comme le type de l'iceberg au moment où on se parle, hein, en termes de participation citoyenne. Même quand on atteint des chiffres qui nous paraissent intéressants, on n'a pas encore atteint même pas 0,1% de la population. Donc, moi, je dis, toutes ces méthodes-là s'additionnent. Nous, ce qu'on avait remarqué quand on a commencé à faire du multimodal, c'est-à-dire qu'on disait, ben oui, vous pouvez donner votre opinion en ligne, mais vous pouvez aussi venir en personne, et ainsi de suite, on s'est rendu compte que les uns nourrissaient les autres. Et que contrairement à ce qu'on pensait, quand on a permis aux gens de commencer à participer en ligne, ben les gens participaient plus plutôt que moins parce que les gens qui participaient en personne étaient là et des gens qui normalement n'auraient pas participé s'ajoutaient. Alors, je pense que si on arrive à tirer les bons enseignements, ben, on pourra arriver à conserver cette croissance de participation-là. Merci, c'est intéressant parce que nous, à notre institut, notre programme, c'est un peu la même chose. On a la COVID, ça crée des nouvelles opportunités, des occasions. Hein? Oui. Et c'est vrai qu'on va devoir s'ajuster, évidemment, quand on sort de la pandémie, j'espère bientôt, mais c'est vrai qu'on a appris des choses. Hein? Et ça,
Il y a des avantages malgré les crises. On apprend des crises aussi. Hein? Il y a des bonnes choses qui sortent de ça aussi. Là, on a de plus en plus de questions. Alors là, on va en poser. Écoutez, voici une question en anglais. Do you accept submissions from the public in multiple languages? Does this include languages other than French and English for newer Montrealers who are beginning their process of integration, but who are often the most impacted by municipal decisions? So allophones, as we say in Quebec, people, and especially people who might want to communicate with you in other language than French or English. Is there any space for them? Yes, you can communicate with us any which way you want. Basically, we had, at some point in one of our consultations, we had people coming and doing an entire presentation in Mohawk. And this was quite interesting because we realized that we were not ready to get that participation. And what they told us was that, do you see, you're asking us to participate, but you're not creating the conditions for us to participate. So we will use translators when we can, everything being recorded, then we can send it afterwards to translators and have the opinions being done, or people can come, express themselves and come themselves with their own interpreters. No, it's possible. If you want to do, we had people coming and singing us songs or sending us little films. So we take all of that very seriously because we think it's contributions that are interesting, and we love a good challenge. Great. I have another question in English, and then maybe I have one short question, and then we'll go back to Emily and Angelo. Regarding the redevelopment of the Royal Vic Hospital, just close to our campus, on our campus, according to McGill's official website named New Vic Project, the OCPM will undertake consultative initiative after the SQI submits its master plan this year. Why would public consultation wait until plans are already drafted, already decided? That's a question about this project. Okay. Well, first of all, what I didn't say at the beginning, but that is important to understand, is that we cannot appoint ourselves to do a public consultation. We have to be appointed either by the municipal council or the executive committee. So as long as the mandate doesn't come from either one of those instances, we cannot start public consultation. But what I've heard is that there are different processes going on of public consultation to co-create part of the plan that is going to be submitted by the SQI. So unfortunately, we believe that it's always good if you can have an upstream consultation and have people co-create the project. But when it's not possible, it's also a good alternative to be able to have people react to whatever is being presented on the table. So that they have something concrete to actually debate. Exactly, yeah. J'ai une petite question, une question un peu de suivi. La question du racisme systémique est quand même une question d'actualité au Québec, comme je l'ai mentionné plus tôt. Émilie a déjà posé une question à ce sujet-là. On va retourner bientôt à Angelo et Émilie. Ne vous en faites pas, mes chers amis. On va revenir à vous. Je sais que vous avez plein d'autres questions à poser. Mais il semble qu'il y ait quand même au Québec un écart, si on veut, entre Montréal, la région de Montréal et le reste de la province. Si on veut promouvoir un dialogue pour ce qui est de la question du racisme systémique, pour comprendre les enjeux vraiment, parce qu'il y a un écart certainement entre la ville de Montréal, comme vous avez mentionné, le gouvernement du Québec, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une façon je sais que ce n'est pas vraiment votre mandat parce que vous êtes basé à Montréal, mais vous avez quand même œuvré en politique provinciale, évidemment, vous connaissez bien le Québec. Comment on fait pour je dirais, que le débat avance, c'est peut-être un anglicisme, qu'on améliore un peu le débat sur le racisme systémique, au lieu que ça se transforme en les gens qui se lancent des injures ou un dialogue de sourds. C'est ce qu'on a souvent quand on parle de ces questions-là. Oui.
Ben, moi, je vous dirais peut-être de prendre un peu exemple sur la façon dont on a construit cette consultation. Moi, je me souviens au moment où on nous a annoncé qu'on aurait ce mandat-là, je vous le rappelle, qui suit le droit d'initiative. Hein, les citoyens peuvent remplir des pétitions, 15 000 noms, qui permet d'avoir une consultation publique sur un sujet d'intérêt général. Et c'est comme ça qu'on a fait cette consultation-là, qu'on nous a mandaté pour faire cette consultation-là. Je me souviens au début, les gens disaient « OK, on va encore mettre la société québécoise en procès ». Et moi, ce que je pense, c'est que dans la mesure où on dit aux gens « OK, on prend acte de votre expérience, mais maintenant, comment pouvons-nous travailler ensemble pour faire en sorte que les choses s'améliorent? » Je pense qu'on est toujours on va toujours se retrouver dans une situation d'apport positif plutôt que de critique. Et peut-être inviter les gens aussi à se poser la question, moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Pas seulement il faudrait que le gouvernement fasse, il faudrait que l'école fasse, il faudrait que, qu'est-ce que moi, comme acteur dans ma vie citoyenne, je peux faire pour que les choses aillent mieux? J'écoutais entre autres le dernier événement dont on parlait avec les 2 infirmières et cette femme à Tikamek. Et je me disais, c'est intéressant, selon les lunettes qu'on se donne, on peut voir l'événement d'une façon ou d'une autre, mais ce dont il faut prendre absolument acte, tous autant qu'on est. Moi, quand j'ai entendu qu'il lui avait demandé de chanter une chanson, je me suis dit, est-ce que c'était une façon de la détendre? Est-ce qu'elle avait besoin? On ne connaît pas le contexte exact, mais on peut se poser la question. Ça pourrait être une façon d'entrer en contact avec les autres, ça pourrait être une façon de le faire, ou ça peut être vraiment une intention vicieuse. Alors, moi, je dis, il faut qu'on prenne acte de la façon dont la personne reçoit cette requête qu'on lui fait ou cette approche qu'on lui fait. Et pas essayer de se dire est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle n'a pas raison de se sentir comme ça, mais on prend acte et puis ensuite on dit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au mieux-être. Et je pense qu'on est tous pour le mieux-être. Hein. Je pense que la façon dont le Québec tout entier s'est ému de la mort de George Floyd en a fait un terreau fertile pour recevoir, ou de Joyce Echequan, on a fait des terreaux fertiles pour que justement on puisse mettre des actions en place. Je me souviens, quand je présentais le rapport et que je disais aux gens, on n'a aucun cadre qui a été embauché à la Ville de Montréal, on a 2000 cadres et il y en a 3 qui sont de groupes racisés. Alors, je disais à la blague, je veux bien croire que je suis exceptionnelle, mais je ne dois pas être la seule. Et quand on commence à se poser des questions ou à poser des vraies questions en disant pourquoi est-ce qu'il a fallu que Fadi Daguerre aille à Longueuil pour devenir chef de police exemplaire, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Ulysse quitte la ville de Montréal et aille à Laval pour devenir directeur général quand nous, on a récupéré le directeur général de Laval. Donc, ça pose les vraies questions aux gens pour voir au-delà des chiffres où sont les problèmes et comment est-ce qu'on peut ensemble les résoudre. Parfait. Avant qu'on retourne je pense que c'est Angelo le prochain qui va poser une question après ça, Amélie, mais il y a la personne qui a posé la question au sujet de Joël Vic, il y a quelque chose qu'il n'a pas trop compris. Donc, je n'ai pas bien compris. Les consultations doivent être demandées par la Ville et par qui d'autre? Pour avoir lieu, c'est qui doit vraiment… On a trois sources de mandats. Les mandats peuvent venir du comité exécutif de la Ville, peuvent venir de l'entièreté du conseil municipal ou peuvent venir du droit d'initiative. Alors, le droit d'initiative, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les citoyens peuvent remplir des pétitions. Maintenant, les pétitions sont en ligne aussi pour demander qu'une consultation publique ait lieu. Parfait, c'est très utile, je pense. Alors, on retourne à Angelo et ensuite, ça va être Émilie. Donc, ils ont plein d'autres questions et on a encore du temps. All right, so to get back to our questions, so you've been speaking a lot about like different issues and how like they're all like politically charged. So I was wondering, as the OCPM is neutral, as you said in the beginning, it's apolitical. So how do you manage to keep a certain neutrality in subjects in which you've probably formed your opinion, seeing that you yourself have a political background? So I was wondering, how do you keep that that image of neutrality
Yeah. First of all, we make sure that people from different realm of life get to express their opinion. So that's the first thing. So we will do our processes. We will design our processes to make sure that everybody has at least one chance of expressing their opinion. After that, the second thing that I do is that when I get my commissionaries together, I make sure that I don't get, for example, if we're doing a business project, so I'll make sure I have somebody coming from the business side, somebody coming from the social side, somebody coming from the, like a lawyer or somebody like that. So they have, and since they have to make a common report, so after hearing the different people, the commission acts as a second place where deliberation can go on so that people can define. I like to say our role is to define what's acceptable, what's unacceptable, and what's desirable. So basically that's the guideline that I give to them. And that's how, and the fact that our report in our chapter 2 of our report, we have every opinion that has been expressed. Well, we synthesize it, but if somebody is dissident from a general opinion, then it will come out. So people feel that they were listened to and they feel represented when we do our report. And I think that's how we show our neutrality, basically. If you allow a follow-up comment, so I guess just to a bit summarize my understanding of what you're saying is it's acknowledging that there are different biases based on different backgrounds and making sure that you have the most different backgrounds there, so then you can all reach a consensus versus trying to pretend that everyone's neutral, because obviously everyone is shaped by their experiences. That's exactly what I was trying to say, and you say it so much better than me. Thank you. I'll steal that from you. Okay. All right. Vole mon idée. Vole mon idée, exactement. À toi, Émilie. Oui, donc moi j'ai une question par rapport au suivi de vos recommandations au niveau local et au niveau régional. Donc déjà j'ai appris et je suis très contente que vos recommandations par rapport au racisme systémique ont eu un impact très direct dans la ville. Mais en général, comment vous faites pour permettre un meilleur suivi de tous vos membres pour vos recommandations? Alors ça, c'est la bataille qu'on fait depuis la création de l'OCPM. Les gens ont toujours pensé que le processus de consultation, c'était information, expression des opinions, recommandation. Nous, ce qu'on fait comme bataille, c'est qu'on essaye de dire aux élus, c'est oui, information, expression des opinions, recommandation, mais retour sur les recommandations. Les gens ne veulent pas forcément qu'on mette toutes leurs idées en place, mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait des recommandations et pourquoi certaines recommandations ont été mises en place ou pourquoi elles n'ont pas été mises en place. Et on a des arrondissements chez nous qui nous envoient des tableaux à la fin de nos consultations, enfin quelques mois après, qui disent voilà, de la liste des recommandations, voilà ce qu'on a retenu, puis voilà celles qui n'ont pas été retenues, pourquoi. Et on a fait un exercice de regarder dans les planifications de territoire, ce que nous on appelle les PPU, là, les programmes particuliers d'urbanisme, quel était le pouvoir d'influence des citoyens. Et on s'est rendu compte qu'entre 60 et 90% des recommandations étaient suivies. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, quand elles ne le sont pas, pour nous, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi elles ne le sont pas. Parce que ça peut être simplement une différence d'opinion, mais ça peut aussi être des choix politiques, ça peut aussi être en fait toutes sortes d'autres raisons. Donc, c'est important, ou la complexité de mettre en œuvre la recommandation, le niveau de responsabilité. Donc, pour nous, ça aide les commissaires à mieux rédiger leur recommandation implantés et pourquoi d'autres ne l'ont pas été. Alors, pour nous, la rétroaction doit absolument venir là-dessus. Le problème qu'on a, c'est que la rétroaction peut se faire sur des temps différents. Nous, on a besoin d'une rétroaction, je dirais, sur un temps court, c'est-à-dire, vous avez participé à une consultation, voilà ce qui a été décidé. Des fois, les décisions arrivent 3, 4, 5, 10, 15 ans plus tard, donc ça peut être
ça peut parfois être problématique aussi. Et il peut y avoir des changements d'administration en cours de rôle, mais on se dit il faut au moins une recommandation sur un temps court et des mécanismes de suivi sur des temps longs. Parfait. Et pour les prochaines années, surtout l'année 2021 et les années à suivre, comment est-ce que vous envisagez que l'OCMP va évoluer? Comment on envisage qu'il va évoluer? Ben, écoutez, déjà, moi, mon mandat se termine l'année prochaine. Je ne sais pas s'il va être renouvelé, mais ça va être 2022. Pour nous, ça va être le 20e anniversaire de l'OCPM. Et ce qu'on s'est mis à faire depuis un an maintenant, un an et demi maintenant, c'est l'espèce de bilan. 20 ans de participation citoyenne, ça a donné quoi? Et c'est un peu le legs qu'on veut laisser au bout de ce premier 20 ans, de dire, ben voilà, quel est le pouvoir d'influence des citoyens, voilà comment est-ce que on a vu une montée en capacité aussi des citoyens, voilà les processus qui sont les plus porteurs vers l'inclusion. Et puis, continuer à toujours questionner nos processus et puis faire en sorte que de plus en plus de personnes participent, même si ça nous donne un mal de tête à l'autre bout, parce que c'était plus facile de faire des rapports quand on avait 10, 15 mémoires que quand on en a comme maintenant 200, 210, 220. Ça prend plus de temps pour les analyser, plus de ressources. Mais pour nous, plus il y a de monde qui participe, plus on arrive à créer des environnements participatifs, plus c'est intéressant. J'ai une question pour conclure qui va être assez large. What keeps you going? Like, what values keep you going? And yeah, like, how do you envision the OCMP to evolve in the future? I'd say, what keeps me going? Passion. I think I'm very passionate about what I'm doing. I'm very passionate about the core values of our organization. And making sure that we can see how our city and its policies are transforming our lives, and that everybody has their say in how this is going to happen. So as long as I have the impression that I'm bringing the debate forward, that the citizens' conversations are still going on, that people feel like they're invested in the mission to participate dans le devenir of our city. As long as that goes on, I'm very happy to be the head of the OCPM. Well, thank you very much for your insights. Merci beaucoup, Madame Olivier, pour vos réponses et aux réponses, évidemment, aux questions d'Émilie et Angelo, mais aussi aux réponses aux questions du public. Et on a eu une bonne participation aujourd'hui. Donc, la démocratie participative, c'est important et c'est une façon aussi pour nous de prendre le pouls un peu de la situation, de ce qui se fait à Montréal. Merci aussi pour votre service, votre travail pour la Ville de Montréal, mais aussi pour le Québec. Et donc, je vous remercie aussi, évidemment, Émilie et Angelo pour leur rôle aujourd'hui. Et aussi Stéphane Gervais, qui, évidemment, nous a aidés à organiser cet événement-là. Et aussi les gens donc, de l'association étudiante, le Quebec Studies Student Association. Aussi remercier le CRIEM, le Centre interdisciplinaire de recherche sur Montréal, donc en anglais Center for Interdisciplinary Research on Montreal. Et j'aimerais aussi remercier Blair Elliott, qui est avec nous au MISC, donc à notre institut, et qui a vraiment fait un excellent travail sur le plan technique. Donc, je vous invite à aller sur notre site web et donc sur le site de notre institut, vous avez une page qui est dédiée, une page en français et une page en anglais sur notre programme. Et donc, parlez aussi aux gens de ce programme, qui est un programme, donc Minor in Quebec Studies and Community Engaged Learning. On a 2 étudiants en études québécoises ici aujourd'hui. Comme vous voyez, ils sont brillants, ils sont jeunes, ils ont plein d'idées
et on veut attirer d'autres étudiants dans notre programme. Et des gens qui étudient le Québec, qui viennent du Québec, mais aussi d'ailleurs au Canada et du monde entier. Et on vous souhaite la bienvenue et on espère que vous allez nous visiter en ligne et vous informer sur notre programme. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Thank you and see you next time. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci.